Bienvenue à tous et à toutes, et notamment aux élèves des classes de 5e 1 et de 5e 2 du collège Charlotte Delbault de Tronget pour cette nouvelle séance consacrée à la séquence 3 de géographie intitulée « Nourrir l'humanité ». Nous avons consacré les 3 dernières séances à une étude de cas finalement de taille XXL, celle du Brésil, puisque nous avons abordé la question de la sécurité alimentaire au Brésil. Ça n'est pas une mince question quand on a affaire à la 5e population mondiale. On a ensuite découvert que si le Brésil avait des difficultés à nourrir sa population, c'était pas par manque de performance de son agriculture, puisque nous avons là maintenant un géant agricole qui est même la première agriculture mondiale d'exportation à bien des titres, dans bien des domaines. Et nous avons la dernière fois fait ensemble une carte qui mettait en relief et en perspective aussi bien la question de la sécurité alimentaire que la question des agricultures au Brésil. Aujourd'hui, on change d'échelle, on change de dimension géographique puisque nous allons aborder les enjeux de l'alimentation mais à l'échelle mondiale. On s'approche de la fin de la séquence puisqu'on entre dans la mise en perspective. Donc, grand E. Les enjeux de l'alimentation à l'échelle de la planète, avec comme problématique la question suivante: en quoi les populations des pays riches et des pays pauvres sont-elles inégales devant les enjeux de l'alimentation? Et oui, c'est pas un hasard si l'alimentation vient en séquence 3 juste après la séquence 2, consacrée, elle, aux inégalités de richesse, parce que vous allez voir que les inégalités de richesse entre nord et sud se retrouvent aussi au niveau de l'alimentation et de la sécurité alimentaire. Tout est lié. Alors en fait, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, de toute manière, l'alimentation est une question essentiel. C'est un des besoins dont l'homme ou la femme ne peut pas se passer. C'est comme aussi de dormir par exemple, de boire, ça fait partie des besoins élémentaires de l'humanité. Et vous avez peut-être vu déjà en SVT, ou vous découvrirez en SVT, que vous et moi, nous avons besoin de nous nourrir au quotidien et que nous avons besoin de quantité et de qualité de nourriture suffisante pour satisfaire nos besoins, et que on a pris l'habitude de mesurer les besoins alimentaires, soit en calories, soit en kilojoules, peu importe, et que l'on estime, logiquement ça ne surprendra personne, qu'un adulte a besoin de davantage de calories qu'un enfant, ou qu'un retraité, qu'une personne âgée, et qu'une femme a besoin de moins de besoins dans ce domaine que l'homme. Bon. Et donc on estime que pour un adulte, le minimum vital est aux alentours de 2000, 2200. Ici sur le graphique on vous dit entre 2100 et 2600 calories par jour pour un adulte, et que pour un enfant, selon l'âge, ça tourne aux alentours de 1600, 1700 calories. Voilà. Bon, donc ça, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, de toute façon, il y a une égalité de fait, une dépendance vis-à-vis de la nourriture. Je vous disais, il y a quelques instants, que tout est lié, que la problématique de la sécurité alimentaire est liée à celle de la richesse ou de la pauvreté, mais également, il faut créer un lien entre la question de la sécurité alimentaire
et la question de la croissance démographique. Autrement dit, la séquence 3 de Géo, celle que nous sommes en train de faire aujourd'hui, est liée aussi à la séquence 1 de début d'année consacrée à la démographie, à l'évolution de la population mondiale. Et je vous rappelle, on a déjà eu l'occasion d'étudier ce graphique, que pendant des millénaires, pendant plusieurs milliers d'années, la population mondiale a stagné à des niveaux finalement assez faibles, qu'il a fallu attendre le début du 19e siècle, les années 1800, pour que l'humanité franchisse le seuil symbolique du milliard d'habitants, mais que par contre, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, depuis les années 1950, après la Seconde Guerre mondiale, pour faire simple, eh bien, on assiste à une véritable explosion démographique qui a fait passer l'humanité de 2,5 milliards d'habitants à plus de 7 milliards aujourd'hui, c'est-à-dire que la population a été multipliée par 3 en un peu plus de 50 ans. Et il est là le lien à faire entre la croissance démographique et la question de la sécurité alimentaire. Et on peut même créer également un lien avec la séquence d'histoire que nous avons vue ensemble sur les campagnes de l'Occident médiéval, parce que quand je vous dis que tout est lié, c'est pas une vue de l'esprit, c'est la vérité, tout est lié. Pourquoi est-ce que dans l'Occident médiéval, comme en Afrique, comme un peu partout dans le monde, la population de la planète a stagné pendant des milliers d'années? Eh bien, c'est tout simplement parce que, rappelez-vous ce qu'on a vu en histoire, c'est qu'il n'y avait pas d'explosion démographique. Il y avait certes des croissances, une natalité, évidemment, les gens faisaient des enfants, mais très régulièrement, tous les 5 à 10 ans, arrivait une bonne famine, ou une bonne famine plus des épidémies, auxquelles pouvaient d'ailleurs s'ajouter comme cause ou comme conséquence des guerres. Enfin bref, toute raison, ajouter à cela aussi des connaissances médicales très limitées, donc toute raison qui expliquait que la mortalité était au moins aussi forte que la natalité et que du coup, dans ces conditions, la croissance de la population était très faible. Et évidemment, la fragilité de la vie était liée aussi au fait que les agriculteurs étaient dépendants des récoltes et qu'il suffisait finalement de pas grand-chose, d'un été pourri, d'un hiver extraordinairement froid, pour que les récoltes soient mauvaises, et on arrivait donc très vite à une situation de famine. Alors la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, grâce notamment à cette agriculture intensive, qu'on appelle aussi productiviste, c'est-à-dire cette agriculture commerciale d'exportation, celle qu'on a vue au Brésil avec le soja ou le jus d'orange ou la volaille ou le bœuf, peu importe, grâce aux productions énormes de cette agriculture, la faim dans le monde a quasiment reculé. Il n'y a pratiquement plus qu'en Afrique où on peut encore mourir littéralement de faim, comme on pouvait le faire au Moyen-Âge. Donc en fait, l'agriculture a tellement augmenté sa production qu'aujourd'hui, le monde est à l'abri d'une famine. On le doit évidemment au travail des agriculteurs, on le doit aussi au progrès de la mécanisation. Un agriculteur avec son tracteur, il fait le travail de plusieurs dizaines de personnes au Moyen-Âge.
si on compare les deux. Et puis il y a eu aussi le progrès scientifique, parce que évidemment les engrais chimiques ça pollue, ça peut être dangereux pour la santé, mais c'est aussi ce qui a permis à la population de se nourrir et donc à la croissance démographique d'exploser. Du coup, se pose la question de l'interprétation de l'information qui s'affiche sur votre écran en ce moment même. 868 millions de personnes dans le monde ne mangent pas à leur faim. C'est-à-dire une personne sur 8. Alors, comment peut-on qualifier cette information, hein? C'est un peu toujours l'histoire, toujours un peu la même histoire du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein, selon que vous êtes pessimiste ou au contraire optimiste. Parce que, effectivement, on peut considérer que une personne sur 8 seulement qui ne mange pas à sa faim aujourd'hui, par rapport à la proportion des crève-la-faim du Moyen-Âge, par exemple, ou même du 19e siècle, ce qui n'est pas si loin dans le temps, on peut considérer que c'est un réel progrès. Si une personne sur 8 ne mange pas à sa faim, ça veut quand même dire que 7 personnes sur 8, elles, mangent à leur faim. Donc on peut considérer que c'est plutôt un bon résultat. Maintenant, et en plus, ce qui peut conforter cette idée qu'on est sur la bonne voie au niveau mondial en ce qui concerne la sécurité alimentaire, c'est que le document vous précise que en 1990-1992, eh bien, ils étaient 1 milliard de gens qui ne mangeaient pas à leur faim. Donc ça veut dire que plusieurs dizaines, 132 millions d'humains qui ne mangeaient pas à leur faim il y a de cela une vingtaine d'années, aujourd'hui parviennent à le faire. Et on pense tout de suite aux politiques de lutte contre la faim et contre la misère au Brésil, avec la fameuse Bolsa Familia, la bourse du président Lula, pour permettre aux gens les plus pauvres, les habitants des favelas, de se nourrir. Ça, c'est la vision positive de l'information. Du coup, se pose la question de l'interprétation de l'information qui s'affiche sur votre écran en ce moment même. 868 millions de personnes dans le monde ne mangent pas à leur faim. C'est-à-dire une personne sur 8. Alors, comment peut-on qualifier cette information, hein? C'est un peu toujours l'histoire, toujours un peu la même histoire du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein, selon que vous êtes pessimiste ou au contraire optimiste. Parce que, effectivement, on peut considérer que une personne sur 8 seulement qui ne mange pas à sa faim aujourd'hui, par rapport à la proportion des crève-la-faim du Moyen-Âge, par exemple, ou même du 19e siècle, ce qui n'est pas si loin dans le temps, on peut considérer que c'est un réel progrès. Si une personne sur 8 ne mange pas à sa faim, ça veut quand même dire que 7 personnes sur 8, elles, mangent à leur faim. Donc on peut considérer que c'est plutôt un bon résultat. Maintenant, et en plus, ce qui peut conforter cette idée qu'on est sur la bonne voie au niveau mondial en ce qui concerne la sécurité alimentaire, c'est que le document vous précise que en 1990-1992, eh bien, ils étaient 1 milliard de gens qui ne mangeaient pas à leur faim. Donc ça veut dire que plusieurs dizaines, 132 millions d'humains qui ne mangeaient pas à leur faim il y a de cela une vingtaine d'années, aujourd'hui parviennent à le faire. Et on pense tout de suite aux politiques de lutte contre la faim et contre la misère au Brésil, avec la fameuse Bolsa Familia, la bourse du président Lula, pour permettre aux gens les plus pauvres, les habitants des favelas, de se nourrir.
Ça, c'est la vision positive de l'information. Maintenant, vous avez parfaitement le droit d'être pessimiste et de considérer le verre à moitié vide et de considérer qu'une personne sur 8 qui ne mange pas à sa faim, ça veut dire à peu près 1 milliard d'humains, un petit peu moins, hein, et que ça représente quand même, voilà, on vous le dit, hein, ça représente aux alentours de 13-14% de la population mondiale, et ça, c'est nettement moins bien. D'autant plus qu'une autre information va apparaître à l'écran et qui va nous montrer qu'il ne faut pas se réjouir trop vite et que la question de la sécurité alimentaire n'est pas définitivement réglée à ce jour. Et cette information qui casse un peu l'ambiance et qui nous rappelle que la question de la sécurité alimentaire doit faire l'objet d'une vigilance permanente, c'est tout simplement que depuis 3 ans, depuis 2016, on constate à travers le monde une progression du nombre des humains qui ne mangent pas à leur faim, qui sont victimes de sous-nutrition ou de malnutrition, ou qui risquent de mourir littéralement de faim. Voilà, ça c'était une tendance qui pouvait paraître accidentelle en 2016, hein, mais quand vous avez 2, 3, 4 ans qui disent à peu près la même chose, qui se confirment d'une année sur l'autre, on parle d'une tendance qui n'est plus purement accidentelle. Et il faut essayer de trouver une explication à cette progression de la faim dans le monde. Alors en fait, une des premières raisons, c'est tout simplement que tous les continents et donc toutes les populations de la planète, encore une fois, ne sont pas à égalité de chance, si je puis dire, devant la sécurité alimentaire. Et quand je vous disais que sécurité alimentaire, alimentation et richesse ou pauvreté sont liées, eh bien on en a la preuve avec l'Afrique. L'Afrique est le continent qui est aujourd'hui le moteur de la croissance démographique mondiale. C'est le continent qui est le responsable aujourd'hui de l'explosion démographique. Hein, si vous regardez sur le graphique de gauche, là, en 1950, les Africains étaient à peine plus de 200 millions, et aujourd'hui, en 2010 plus exactement, ils avaient atteint le milliard, c'est-à-dire une population, c'est la courbe en noir, hein, on la voit bien, une population multipliée par 5 en à peine 60 ans. Personne ne dit mieux, ni l'Afrique, ni les Amériques, et encore moins l'Europe, la courbe en bleu, qui elle fait du surplace depuis 30 ans. Au point d'ailleurs que l'Afrique est passée en nombre d'habitants devant l'Europe en 1997, devant les continents américains du Nord et du Sud en 2004, et que l'Afrique est encore loin de rattraper l'Asie, hein, mais malgré tout, aujourd'hui, l'Afrique, c'est la deuxième population de la planète. Or, il se trouve aussi que l'Afrique, vous le savez aussi bien que moi maintenant, c'est le continent de la grande pauvreté. Donc ça ne peut pas être un accident si il y a un lien entre l'Afrique et l'insécurité alimentaire. J'ai bien dit l'insécurité alimentaire. Et la voilà, l'insécurité alimentaire à l'échelle du continent africain. Alors en fait, pour faire simple, on a une carte de la sous-alimentation chronique, c'est-à-dire régulière. C'est-à-dire que vous avez des plages de couleurs, hein, avec un dégradé. Plus la couleur est foncée, plus il y a de gens qui, dans un pays d'Afrique, ne mangent pas à leur faim tous les jours. C'est le marron foncé. Et puis, quand on est dans des couleurs qui tirent vers le rose pâle, eh bien, ça veut dire que moins de gens sont concernés. Donc, ça veut dire que la situation la plus catastrophique, elle est dans les pays
en marron foncé. Et on voit que ça représente une bonne partie de l'Afrique du centre, l'Afrique centrale, et de l'Afrique de l'Est, avec par exemple l'Éthiopie hein, qui apparaît bien, ou le Mozambique. Bon. Et on voit par contre que c'est dans le nord de l'Afrique, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, ou alors dans l'extrémité sud de l'Afrique, l'Afrique du Sud justement, que la situation est la moins dramatique, que les gens ont le plus de chances de manger à leur faim. Mais si maintenant on croise cette carte avec la suivante, et la suivante c'est toujours à l'échelle de l'Afrique, mais c'est la carte des guerres. Eh bien, vous constaterez que, et c'est pas un hasard, en général, il y a concordance entre les pays qui sont en guerre et les pays qui ont des problèmes pour nourrir leurs habitants. Être en paix, ça ne suffit pas à garantir l'alimentation de tous les habitants d'un pays. Exemple le Brésil. Le Brésil est en paix jusqu'à preuve du contraire. Et c'est pas pour ça que tous les Brésiliens mangent à leur faim. Mais néanmoins, quand un pays est en paix, ça facilite les choses. Quand un pays est en guerre, alors là, c'est une autre affaire. Et d'ailleurs, pas seulement en Afrique. En effet, non seulement la guerre est un accélérateur de famine, comme elle l'était déjà au Moyen-Âge, aussi bien en Afrique aujourd'hui qu'en Asie, parce que si vous regardez sur la carte, le Yémen ne se trouve pas en Afrique, il se trouve au sud de l'Arabie Saoudite, au sud-ouest de l'Arabie Saoudite, hein, on commence à bien connaître la région grâce à notre programme d'histoire, puisque c'est dans cette région qu'est né l'islam, je vous le rappelle, hein, c'est votre programme d'histoire de 5e. Eh bien aujourd'hui, la population du Yémen, qui subit déjà depuis plusieurs années une horrible guerre civile, est en train de subir en même temps une énorme famine, et je crains fort que ce soit aussi le cas un peu plus au nord, en Syrie, où vous le savez certainement, depuis 2013, depuis la fin de 2012 même, la guerre civile a éclaté en Syrie. Et la plupart des gens qui meurent aujourd'hui, ils meurent peut-être davantage de faim qu'écrasés par les bombes. Parce que la famine est une conséquence de la guerre, c'est aussi une arme. On peut faire mourir de faim l'ennemi. En plus, et on n'y pense pas toujours, mais ça a des conséquences qui peuvent se révéler dramatiques pour la sécurité alimentaire de l'Afrique, puisque là on revient à l'Afrique. Il y a le fait que une partie des terres cultivables sont parfois détournées de leur utilisation classique. L'utilisation classique, c'est de nourrir les habitants, hein. Eh bien, une partie des terres n'est plus destinée à nourrir la population, elle n'est même pas destinée à nourrir, comme c'est le cas au Brésil, le reste du monde. Mais il y a même encore pire comme scénario, ce sont les terres qui sont cultivées pour fabriquer de l'éthanol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des milliers d'hectares, des millions d'hectares à travers le monde, et notamment en Afrique, où vous avez des grandes compagnies pétrolières notamment, qui achètent des terres pour faire pousser du colza par exemple, des plantes dites oléagineuses qui produisent une huile, alors qu'on ne va pas pouvoir utiliser directement dans le moteur de la voiture, hein. On ne peut pas mettre de 5 litres d'huile d'olive dans le moteur pour faire rouler la voiture, il ne faut pas rêver, mais on peut l'ajouter à l'essence, hein, en additif. C'est ce qu'on appelle l'éthanol, donc ça permet de faire des économies sur le plein d'essence, ça a un intérêt économique, ça a même un intérêt d'ailleurs du point de vue environnemental, ça contribue à un peu moins polluer la planète, mais en fait ça contribue aussi à
provoquer une aggravation de la question de l'insécurité alimentaire dans les pays fragiles, parce qu'encore une fois, quand on remplace des terres destinées à nourrir les habitants pour faire pousser des cultures qui ne sont plus des cultures alimentaires, même si elles sont agricoles, elles ne sont plus alimentaires, et bien évidemment, ça ne va pas non plus dans le bon sens. Alors, le moment est venu de nous livrer à notre petit exercice habituel de fin de séance, et je vais vous inviter à réfléchir sur la situation, sur les inégalités entre riches et pauvres face à la question de l'alimentation, ou plus exactement de la sécurité alimentaire. Donc, vous allez devoir lire la petite dizaine, douzaine de lignes de l'exercice, et vous allez devoir, en réfléchissant, par la puissance de votre raisonnement, de votre logique, me dire si l'affirmation contenue dans chaque case correspond davantage à un pays riche du nord économique, population riche du nord économique, dans ce cas-là il faudra le surligner en jaune, ou alors si ça caractérise au contraire des populations pauvres, celles qu'on appelle le sud économique, hein, c'est-à-dire l'Afrique, l'Asie et puis l'Amérique latine, pour faire simple, et dans ce cas-là il faudra le passer en bleu. Donc je vous invite à me mettre en pause, à prendre le temps de réfléchir, de mettre un petit point de couleur dans chaque case, avant de passer bien sûr au corrigé. Alors en fait, voici donc les problèmes auxquels se heurtent éventuellement les populations riches du Nord, à savoir que oui, bien sûr, même dans les pays riches, tout le monde ne mange pas à sa faim, mais l'insécurité alimentaire menace la minorité la plus pauvre, donc la moins nombreuse de la population, ceux qu'on appelle les sans domicile fixe. Bon. Alors dans les pays du Nord, on l'a vu en séquence 1, les gens ne font plus d'enfants, très peu, donc la croissance démographique est très faible. Du coup, la population est peut-être davantage à l'abri de l'insécurité alimentaire. Toujours pour les populations du Nord, la prise de conscience environnementaliste actuelle est peut-être plus facile dans des pays riches, et il est peut-être plus facile de passer d'une agriculture fort polluante, l'agriculture intensive, à une agriculture bio, plus douce pour l'environnement, mais on l'a vu avec le Brésil, qui coûte plus cher, forcément, ça a un coût, donc il est plus facile à encaisser pour des pays riches que pour des pays pauvres. Et enfin, oui, bien sûr, même dans les pays riches, il y a des problèmes de malnutrition, mais c'est encore une fois pas des problèmes de sous-nutrition, ce sont des problèmes de malnutrition, c'est-à-dire qu'on mange mal, c'est la malbouffe dénoncée, rappelez-vous, je vous en ai parlé avec Super Size Me, là, le documentaire, c'est-à-dire les problèmes d'obésité ou de maladies cardiovasculaires. Vous avez des gens qui mangent trop, qui mangent mal, ou qui parfois mangent trop et mal, et qui le payent à un prix très élevé, celui de leur santé. Les populations pauvres du Sud ont aussi leurs problèmes, elles en ont même un peu plus que les populations riches en ce qui concerne la sécurité alimentaire, mais c'est pas du tout les mêmes problèmes en fait. Dans les pays pauvres, les pays du Sud, l'insécurité alimentaire menace une partie qui peut être très importante de la population, qui peut dépasser parfois la moitié de la population du pays, notamment au Mozambique par exemple. Bon, c'est pas anecdotique. Il y a aussi le fait que dans ces pays riches, dans ces pays pauvres du Sud, l'explosion démographique est souvent incontrôlée, hein, c'est pour ça qu'on parle d'explosion démographique, la croissance est très très forte, et évidemment, quand vous avez toujours beaucoup plus de bouches à nourrir, que vous avez trop de bouches à nourrir, hein, c'est triste à dire mais on en est presque là, là évidemment ça aggrave l'insécurité alimentaire.
Il y a aussi le fait que, ben oui, bien sûr, on a souvent affaire à une agriculture vivrière pauvre, hein, familiale, qui n'est pas suffisamment performante, qui n'est pas capable de nourrir la population correctement, mais le problème c'est que les agriculteurs, ils ne peuvent pas changer de modèle parce qu'ils ne sont pas assez riches pour s'équiper, pour agrandir leurs terres, pour cultiver plus et mieux, donc ils sont condamnés à crever de faim toute leur vie. Et du coup, même dans des pays un peu moins pauvres comme le Brésil, eh bien, se nourrir sainement, se nourrir vraiment d'une manière qualitative, eh bien, ça a un coût tel que ça n'est pas souhaité. Les grands producteurs de soja ou de viande de bœuf d'Amazonie au Brésil, eux, ils préfèrent polluer parce que malgré tout, c'est extrêmement rentable. L'agriculture productiviste d'exportation est très rentable. Et elle est beaucoup plus rentable, pour l'instant, ça changera peut-être, mais pour l'instant, elle est quand même beaucoup plus rentable que l'agriculture bio, qui est très contraignante et qui coûte. Et enfin, alors là, les problèmes que pose la malnutrition, bah, c'est des problèmes graves de carences alimentaires. Des carences alimentaires, hein, des enfants qui n'ont pas une taille normale ou qui ont des séquelles liées dans leur croissance à un manque d'alimentation. Et la punition est encore plus importante quand il s'agit de pays en guerre, parce que là, la population elle est plus exposée à la mal ou à la sous-nutrition, elle est carrément exposée au risque de famine, comme elle pouvait l'être au Moyen-Âge, en Occident. Alors, quelques chiffres clés pour cette séance, ou d'ailleurs pour la prochaine, puisqu'on va en découvrir un qui nous servira pour la prochaine fois. Alors, le premier chiffre à retenir, chiffre 2, comme 2 fois moins d'humains souffrant de la faim entre 1970 et 2015. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'autre chiffre, qui est un peu moins bon, 800 millions d'humains environ souffrent de la faim dans le monde aujourd'hui. Et le troisième chiffre que nous découvrirons davantage quand on fera la carte de la planète la prochaine fois, c'est 500 millions victimes de l'insécurité alimentaire en Asie. Et oui, parce que j'ai beaucoup parlé de l'Afrique au cours de cette séance, mais parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur l'Afrique, mais il ne faut pas oublier que l'Asie a la première population de la planète, rappelez-vous, plus de 60% de la population mondiale est asiatique, et que du coup quand on a la première population mondiale, il y a de fortes chances malheureusement pour qu'on ait aussi le plus grand nombre de victimes potentielles de l'insécurité alimentaire, et c'est le cas pour l'Asie, avec 500 millions de gens qui ne mangent pas à leur faim en Chine, en Inde ou dans d'autres pays d'Asie. Alors voici pour finir le texte de la leçon que je vous invite à lire, à apprendre, à comprendre d'abord et puis à apprendre ensuite. Je vais vous la lire. Donc les enjeux de l'alimentation à l'échelle mondiale. La sécurité alimentaire est assurée aujourd'hui à l'échelle mondiale. La population sous-alimentée a ainsi reculé de 37% en 1970 à 15% en 2015. Le développement de l'agriculture productiviste a permis de satisfaire les besoins alimentaires de la population mondiale, qui a pourtant doublé en 50 ans. Mais 800 millions d'individus, c'est-à-dire 1/9 de la population, sont en insécurité alimentaire dans le monde, surtout dans le Sud, 500 millions de sous-alimentés en Asie, devant l'Afrique, le continent des crises alimentaires. Le défi à relever à l'échelle de la planète est immense. Nourrir 9 milliards d'habitants en 2050, soit 2 milliards de plus qu'aujourd'hui. Pour le Sud, il s'agit d'améliorer les rendements insuffisants de l'agriculture vivrière, réduire les carences alimentaires, en vitamine A par exemple, en fer, de sa population. Pour le Nord, il s'agit de favoriser une agriculture durable
et de lutter contre la déforestation, l'usage excessif des pesticides, l'épuisement des nappes phréatiques, c'est-à-dire la ressource en eau potable, les scandales sanitaires et les effets de la malbouffe. Donc les riches ont des problèmes de riches, si je puis dire, et les pauvres ont des problèmes de pauvres en ce qui concerne l'alimentation et la sécurité alimentaire. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que la séance vous a intéressé. Donc bon courage, apprenez bien la leçon et je vous dis à bientôt.